À Yorkton, une petite ville paisible du sud-est de la province de Saskatchewan, un mystère enveloppe la disparition de Michaela. Le 12 avril 2016, Michaela, 16 ans, s'est volatilisée, laissant derrière elle une famille et des amis désemparés. Ce matin-là, Michaela avait partagé un moment avec sa mère, Paula, avant d'être déposée à l'école secondaire Sacré-Cœur par sa grand-mère. Mais la journée allait prendre une tournure inattendue. À 10 heures du matin, Shelby, une amie de Michaela, a reçu un message troublant. « J'ai besoin d'aide ». Prise par ses activités scolaires, Shelby n'a pas vu le message à temps. 23 minutes plus tard, un second message est arrivé. « Ce n'est pas grave, je me suis débrouillé ». C'était le dernier signe de vie de Michaela. On a appris par la suite qu'elle avait quitté l'école avant l'arrivée de sa grand-mère. Ce jour-là, Shelby et d'autres amis se sont souvenus que Michaela avait évoqué un voyage possible à Moose Jaw ou Prince Albert, voire des vacances en famille à Regina. Certains ont remarqué son comportement étrange la veille, notamment des allusions à un certain Josh sans donner de détails. Un professeur l'avait décrite comme « bouleversée en classe ». Paula, inquiète de ne pas avoir de nouvelles, a d'abord pensé que sa fille était à ses cours de musique, mais elle ne s'y trouvait pas. La grand-mère de Michaela s'est alors rendue au travail de Paula pour lui annoncer la disparition de sa petite fille. La police a immédiatement ouvert une enquête, cherchant à reconstituer les dernières heures de Michaela. On a découvert qu'elle avait demandé à une amie de la déposer à la banque. Michaela avait appelé plusieurs fois le service client de la banque TD, vérifié son solde et transféré 25 $. Au domicile de Paula, rien ne laissait présager un départ planifié. L'argent de secours était intact et le chargeur de téléphone était resté sur place. Le soir du 12 avril, Paula a officiellement signalé la disparition de sa fille. Retournant chez elle pour rassembler des photos de Michaela, Paula a été submergée par l'angoisse. Entre 20h et minuit, Michaela avait envoyé des messages à plusieurs amis, dont son ex-petite amie. Dans l'un d'eux, elle disait avoir besoin d'aide, sans préciser la nature de ses problèmes. Elle mentionnait également un garçon qui compatissait et pleurait. Son ex-petite amie se souvenait qu'elle lui avait confié son mal-être et son envie de s'éloigner quelques jours. Une amie, Amy, a évoqué le nom de Christopher, un individu qui devait venir à sa rencontre en Saskatchewan. La veille de sa disparition, le 11 avril, Michaela avait déjeuné avec des amis, partageant ses idées de voyage. Son comportement avait suscité des interrogations, mais personne n'y avait prêté attention. De retour à l'école, elle était apparue abattue à son professeur. En partageant leurs souvenirs avec la police, les proches de Michaela ont fait ressurgir des bribes d'informations, des conversations sur Josh et sur ce Christopher qui devait venir la voir. Des éléments qui ajoutaient à la complexité de l'énigme, sans pour autant apporter de réponses concrètes. L'évanouissement de Michaela Barley a plongé Yorkton dans un mystère épais, une énigme persistante qui défie toute résolution. Ses proches, consumés par l'incompréhension, cherchent désespérément la clé de ce jour fatidique. Dès l'annonce de sa disparition, la police s'est attelée à examiner ses relations et ses projets potentiels, mais la vérité demeure insaisissable, faisant de cette affaire l'un des événements les plus troublants de l'histoire de la petite ville de Yorkton. L'enquête a débuté dans un tourbillon de témoignages contradictoires et de questions sans réponse, chaque détail révélé ne faisant qu'intensifier la tension. Un élément clé a émergé concernant le jour de sa disparition. Des caméras de surveillance ont capturé Michaela près de son école vers 15 heures. Elle semblait attendre quelqu'un, un fait qui a immédiatement éveillé l'intérêt des enquêteurs, d'autant plus que sa mère, Paula, affirmait que sa fille ne manquait jamais ses cours, y compris ses leçons de violon. Environ 4 heures après sa disparition, Paula a signalé l'incident à la police. L'analyse des données téléphoniques de Michaela n'a fourni aucune piste significative. Dès le lendemain matin, à 7 heures, son téléphone était éteint. L'examen des bornes n'a révélé aucun appel pouvant indiquer ses intentions. Seules quelques traces subsistaient, son activité sur Snapchat, Instagram et Kik, des applications réputées pour leur anonymat. L'accès limité aux données de ces plateformes a considérablement entravé cette voie de l'enquête. Certains amis de Michaela ont révélé qu'elle communiquait en ligne avec des individus résidant dans d'autres villes, voire à l'étranger, notamment un homme originaire des États-Unis. 2 jours après sa disparition, la police a lancé un appel à la population.
La Gendarmerie royale du Canada a diffusé un signalement précis de Michaela. 1,57 m et 5 cm, 56,7 kg, cheveux blonds et yeux bleus. Elle portait un manteau bordeaux ou violet, une écharpe turquoise et un jean. La communauté s'est unie pour la retrouver. Le maire de la ville a souligné l'angoisse profonde que la disparition de cette jeune écolière a suscité parmi les habitants. L'enquête prenait une tournure des plus inattendues. Une amie de Michaela, Oksana, révéla à la police que la jeune femme lui avait confié peu avant sa disparition possédait 5 000 $. Pourtant, aucune trace de cette somme ne fut retrouvée lors de l'examen de ses comptes. De plus, un message Instagram, posté quelques semaines auparavant, intriguait les enquêteurs. Michaela y demandait à être ajoutée sur Snapchat. Un certain Christopher, originaire de Caroline du Nord, suscitait un intérêt particulier. Son nom revenait fréquemment dans les conversations de Michaela et il était connu de ses amis. L'un d'eux se souvenait même que Michaela avait évoqué un éventuel voyage de Christopher en Saskatchewan. Interrogé, Christopher a admis avoir aidé des personnes souffrant de problèmes psychologiques, mais nia toute implication dans la disparition de la jeune femme. Une fouille de son domicile ne révéla rien de compromettant. Les informations concernant la famille de Michaela ajoutaient à la complexité de l'affaire. Certains amis affirmaient qu'elle cherchait à retrouver son père biologique, qu'elle croyait décédé. Un homme du nom de Rick se manifesta, pensant être ce père. Des tests ADN furent effectués, mais ne révélèrent aucun lien. Peu avant de disparaître, Michaela avait mentionné un certain Josh, que la police ne parvint jamais à identifier. De plus, une semaine avant sa disparition, elle avait reçu un bouquet de roses, dont l'expéditeur fut rapidement innocenté. Chaque nouvelle pièce du puzzle semblait multiplier les interrogations. L'enquête piétinait et la disparition de Michaela suscitait l'émoi de toute la communauté. Les premiers éléments de l'enquête se révélaient contradictoires, compliquant la tâche des policiers. L'un des premiers indices fut un message Snapchat envoyé par Shelby. 3 mois après la disparition de Michaela, ce message fut lu, ravivant l'espoir. Cependant, les messages suivants de Shelby, envoyés le jour de la remise des diplômes, restèrent sans réponse, augmentant l'angoisse de la famille. L'équipe d'enquête se concentra alors sur les relations de Michaela avec des hommes inconnus. Des témoins affirmèrent l'avoir vue à la gare routière le jour de sa disparition, en compagnie d'un homme corpulent, arborant un tatouage de croix enflammée. L'homme fut identifié, mais il s'avéra qu'il avait simplement tenu la porte à Michaela et n'avait rien à voir avec sa disparition. L'examen des réseaux sociaux et des relevés bancaires de Michaela ne révéla rien d'anormal, ce qui était d'autant plus troublant à l'ère numérique. L'hypothèse d'une réservation d'hôtel fut également étudiée, mais aucune trace de Michaela ne fut trouvée dans les établissements de la ville. La famille de Michaela s'efforçait de rester unie, mais l'absence de la jeune femme était une épreuve permanente. Une ligne téléphonique était ouverte jour et nuit dans l'espoir de recevoir des nouvelles. Pour Paula, la mère de Michaela, la disparition de sa fille était une tragédie personnelle. Elle se sentait responsable et espérait que la récompense offerte par la famille aiderait à obtenir de nouvelles informations. Grâce à la générosité de la communauté et de l'organisation Crime Stoppers, la récompense atteignait 25 000 $. Par ailleurs, il fut rapporté que Michaela avait mentionné être en possession d'oxycodone. Cependant, il s'agissait en réalité d'Ocufen, un médicament pour l'acné. Une voisine affirma avoir entendu Michaela parler d'argent sur son compte, mais cette information se révéla fausse. Malgré la diffusion d'avis de recherche dans d'autres provinces, l'enquête ne progressait pas. La police reçut de nombreux témoignages, mais aucun des 38 indices vérifiés ne se révéla concluant. Pendant des mois, la communauté de Yorkton soutint la famille, organisant des événements de solidarité. Malgré ses efforts, chaque jour sans nouvelles renforçait le sentiment d'impuissance. L'enquête était dans l'impasse. Michaela pouvait se trouver n'importe où, et sans nouvelles pistes, la retrouver devenait de plus en plus difficile. L'enquête continuait, mais ni la police ni la famille ne parvenaient à répondre à la question cruciale. Qu'est-il arrivé à Michaela? L'histoire de la disparition de Michaela Barnsley est un récit chaotique et déchirant pour sa famille. Malgré l'absence de pistes concrètes, les recherches n'ont jamais cessé. Au début, des signalements sporadiques laissaient entrevoir un espoir.
Un témoignage affirmait l'avoir aperçue au centre commercial Metrotown, en Colombie-Britannique. Paula, sa mère, s'y précipita, distribuant des prospectus et interrogeant passants et employés, mais en vain. D'autres pistes, aussi fragiles, émanèrent de Vancouver, Calgary et Edmonton, sans apporter la moindre réponse. Les investigations s'étendirent aux quartiers difficiles. À Vancouver, Paula brava ses appréhensions pour explorer l'East Hastings Street, un lieu marqué par la pauvreté et la toxicomanie. Elle visita les refuges, échangea avec les habitants, mais toujours sans succès. Le fardeau émotionnel était immense. Chaque jour sans nouvelles de Michaela était une épreuve. Son frère et sa sœur peinaient à accepter son absence. Pour Paula, il était hors de question d'abandonner. Elle prit un congé pour se consacrer à la recherche de sa fille, convaincue que son devoir de mère était de ne jamais renoncer. « Les gens ne disparaissent pas sans laisser de traces », affirmait-elle. « Quelqu'un sait ce qui s'est passé. » Un tournant eut lieu en avril 2017, un an après la disparition, lorsque l'affaire fut confiée à l'unité des Cold Cases de la Gendarmerie royale du Canada. Ce transfert reflétait la complexité de l'enquête et le manque de progrès. Paula vécut les conséquences sociales de la disparition de sa fille. Elle confiait que seule une personne ayant vécu une telle situation pouvait comprendre le désarroi et la douleur qu'elle engendre. Les gestes les plus simples, comme dîner ou essayer de dormir, étaient autant de rappels de l'absence de Michaela. Au fil des mois, de nombreuses fausses pistes émergèrent, dont une signalant sa présence à Burnaby. Paula, malgré ses déceptions, continuait de les explorer, estimant qu'elle devait tout tenter pour retrouver sa fille. La communauté se mobilisa. Des événements de soutien furent organisés dans plusieurs villes canadiennes. Paula se disait consciente qu'il fallait parfois tout un pays pour retrouver une seule personne et était reconnaissante de l'aide apportée. Malgré ses efforts, l'incertitude demeurait. Michaela avait été vue pour la dernière fois à la gare routière de Yorkton, un soir. Depuis, aucune information fiable n'avait permis de la localiser. Chaque jour apportait son lot de questions sans réponse. Paula était persuadée que Michaela avait besoin d'aide et qu'il était de son devoir de mère de continuer à se battre. En août 2019, un homme contacta Paula pour lui dire qu'il avait croisé Michaela en mars près d'une boîte de nuit à Edmonton. Il lui avait parlé et elle s'était présentée comme Michaela. Il l'avait trouvée naïve et peu à sa place dans cet environnement. Ce témoignage relança l'espoir de Paula, mais comme souvent, ne déboucha sur rien de concret. En juillet 2017, une équipe de plongeurs avait sondé le lac Hopkins, près de l'école Sacred Heart High School. La Gendarmerie royale du Canada avait expliqué qu'il s'agissait d'une procédure standard pour vérifier toutes les hypothèses, y compris celle d'un accident. Malheureusement, le lac ne révéla aucun indice. En mars 2018, la famille lança la campagne Rays of Hope et porta la récompense pour toute information menant à Michaela à $50 000. Paula multiplia les interventions lors d'événements dédiés à la recherche d'enfants disparus. Elle soulignait la nécessité de créer des groupes de travail spécifiques, comme aux États-Unis, pour améliorer l'efficacité des recherches. Parallèlement, des milliers d'affiches furent placardées au Canada et aux États-Unis pour rappeler la disparition de Michaela. En 2020, la récompense fut réduite de moitié, un donateur important ayant retiré son soutien financier. Dans un message Facebook, Paula exprima sa gratitude pour tout le soutien reçu, mais aussi sa frustration face à l'absence de résultats, malgré tous les efforts déployés. Le 15 août 2017, la fouille du lac Hopkins ne fut qu'une étape parmi d'autres, qui, selon Paula, n'avaient non pas porté leurs fruits. Durant les 14 mois qui suivirent la disparition de sa fille, environ 240 pistes furent explorées, mais aucune ne mena à une percée. Cette situation plongeait Paula dans un profond désespoir. Elle exprimait souvent son incapacité à accepter qu'après un tel laps de temps, la police ne dispose d'aucune information nouvelle. Le 1er juillet 2018, à la veille de l'anniversaire de Michaela, la famille organisa un événement caritatif pour sensibiliser le public à sa disparition. Cette date, comme tant d'autres, fut particulièrement éprouvante pour Paula, qui confiait que l'espoir d'une nouvelle soudaine devenait presque insupportable. En mars 2018, Paula continua de plaider pour une réorganisation de l'approche de la recherche des enfants disparus au Canada, proposant d'utiliser l'expérience de l'organisme SACH. Cela concernait non seulement les opérations de recherche professionnelle, mais aussi le soutien global aux familles
confrontés à de telles situations. En juillet 2017, le Centre national pour les enfants disparus avait émis l'hypothèse que Michaela ait pu quitter le Canada pour se rendre aux États-Unis, peut-être à Portland ou Seattle. Cependant, aucune preuve ne vint étayer cette théorie. En 2019, 2 ans après la disparition, le désespoir se mêlait à de rares lueurs d'espoir. Chaque nouvelle information pouvait être un tournant, mais à chaque fois, elle se révélait être une impasse. En 2022, la police, en collaboration avec la patrouille de l'État de Washington, lança une initiative dans le cadre du programme Homeward Bound, visant à retrouver les personnes disparues. Des photos de Michaela, accompagnées d'une simulation de vieillissement, furent affichées sur des semi-remorques circulant entre le Mexique et Vancouver. Ce programme, initié en 2005 par un agent de la police de la route de Washington, Ren Padgett, visait à sensibiliser le public aux disparitions. La photo de Michaela sur ses camions devint un symbole de résilience et d'espoir pour sa famille. Depuis le lancement du programme, les photos de 32 enfants disparus avaient été affichées et 3 d'entre eux avaient été retrouvés vivants. 5 ans après la disparition de Michaela, sa famille organisa une cérémonie près de l'école secondaire où elle avait étudié. Les participants commencèrent à répondre par des prières et une minute de silence, après quoi chacun put partager des souvenirs et des mots de soutien. Cet événement fut très émouvant, mais n'apporta aucune nouvelle piste concernant la localisation de Michaela. 6 ans après la disparition, lors d'une conférence de presse consacrée à cet événement, il fut annoncé que la somme de la récompense avait été portée à $100 000 grâce à un don anonyme. Le maire de Yorkton, Mitch Hipsley, souligna l'importance de cette affaire pour la communauté. Malgré tous ces efforts, plus de 600 signalements et messages ne permirent aucune avancée réelle dans les recherches. L'un des aspects les plus troublants de cette affaire était l'impossibilité d'accéder aux comptes de réseaux sociaux de Michaela. La police ne put obtenir l'accès à ses données Instagram et Snapchat qu'après 10 mois, en raison des lois américaines sur la protection des données. L'analyse des milliers de pages d'informations recueillies demanda encore plus de temps. À l'occasion du 20e anniversaire de Michaela, sa famille organisa un rassemblement visant à sensibiliser le public aux problèmes des enfants disparus. La mère de Michaela, Paula, évoqua les craintes des familles de personnes disparues, la peur que leurs enfants ne deviennent de simples statistiques, que leurs souvenirs ne s'effacent. Une vingtaine de personnes étaient présentes à l'événement, et Paula exhorta les gouvernements à apporter davantage de soutien aux familles endeuillées. Des années après la disparition, la police ne pouvait toujours pas proposer de théorie expliquant ce qui était arrivé à Michaela. Son dernier contact connu remontait à ses amis, après quoi son téléphone cessa de fonctionner. La situation était particulièrement étrange, compte tenu des technologies modernes qui permettent généralement aux gens de rester connectés. Les enquêteurs pensaient qu'elle avait pu demander de l'aide, un hébergement ou de l'argent à quelqu'un. Cela restait l'une des rares pistes à explorer. Les proches de Michaela n'ont jamais cessé de la chercher. Ils utilisaient les réseaux sociaux, suivaient les pistes, téléphonaient et écrivaient des lettres, tout en gérant une page Facebook intitulée « Ramener Michaela Barley à la maison ». Son jeune frère et sa sœur vivaient des moments particulièrement difficiles. Ils avaient même cessé de jouer de leurs instruments de musique, incapables de se réjouir tant que leur sœur ne serait pas revenue. Le frère de Michaela ne pouvait se servir à boire, car il ressentait une profonde culpabilité et la crainte que Michaela manque de nourriture et d'eau. Malgré l'épreuve, l'espoir persistait au sein de la famille. Paula, la mère de Michaela, confiait que ses jeunes enfants, parfois, venaient se blottir contre elle, la peur se lisant dans leurs yeux. « Maman, j'ai peur que Michaela ne nous oublie. » À ces craintes, elle répondait toujours avec une tendresse inébranlable. « Elle ne vous oubliera jamais et nous ne l'oublierons jamais non plus. » La détermination de Paula, tel un phare dans la nuit, restait une source d'inspiration et de courage pour tous. Lors du 6e anniversaire de la disparition de Michaela, une conférence de presse fut organisée, annonçant une récompense atteignant $100 000 pour toute information permettant de la retrouver grâce à la générosité de la communauté et à des dons anonymes. En vain. En 2023, la famille continua ses efforts inlassables, consacrant chaque instant libre aux réseaux sociaux, aux déplacements, aux appels, aux lettres. 1000 pistes furent explorées,
mais toutes menèrent à des impasses. La mère de Michaela, animée d'une foi inébranlable, murmurait sans cesse « Tiens bon, nous te cherchons. Rentre à la maison dès que tu le peux. » L'histoire de Michaela devint un symbole poignant pour toute la communauté. La police de Saskatchewan et la patrouille de l'État de Washington lancèrent une initiative originale. Afficher des photos de Michaela sur des semi-remorques sillonnant l'Amérique du Nord. Ces images rappelaient à tous que la disparition de Michaela était une tragédie qui marquait les esprits. À ce jour, aucune preuve tangible n'a permis d'élucider le mystère. Des officiers, comme Kim Stewart, continuent de penser à cette affaire, incapables d'abandonner après tant d'efforts. L'espoir demeure et ils restent attentifs, prêts à réagir au moindre indice.